Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine tous les jours sur Bismart for Change, mais que vous pouvez également retrouver sur le site internet ou les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier, investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble comment passer de l'économie, des nouvelles économiques, à des décisions en matière d'investissement ou de manière plus générale à la gestion de patrimoine. Et nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'assurance vie, au potentiel nouveau contrat d'assurance vie de l'affaire. Nous recevrons donc Gérard Beckerman, président de l'affaire, qui reviendra sur cette volonté de l'Association française d'épargne et de retraite de lancer un nouveau contrat d'assurance vie à destination des jeunes actifs. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous ferons le point avec Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine, sur les stratégies pour diversifier son épargne et ses investissements à l'international. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment traduire des nouvelles économiques en stratégie d'investissement? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui avec Guy Marty. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur de pierrepapier.fr. Et alors, on fait cette émission à la rentrée en septembre 2024, alors que la BCE a déjà enclenché sa baisse de taux, alors que la Fed devrait enclencher elle aussi sa première baisse de taux. Vous avez écrit il y a quelques semaines maintenant un article qui se nomme « Qui a peur du cycle immobilier ?» On a l'impression qu'on pourrait rentrer dans un nouveau cycle avec ces baisses de taux pratiquées par les banques centrales. Est-ce que cette nouvelle économie peut avoir une incidence sur un cycle immobilier, par exemple, Guy Marty ? Alors, l'économie a toujours des incidences sur l'immobilier. Alors, on verra peut-être plus tard que les cycles immobiliers sont en général très longs. Bien sûr. Hein. Oui. Il peut y avoir qu'il y ait de la météo des taux, comme on dit, avec un peu de hausse, un peu de baisse, etc. Les cycles immobiliers, eux, sont très différents des cycles boursiers. Ils se déroulent sur plusieurs années. Mais ce qui est assez fascinant quand même, c'est qu'il y a un grand écart entre les analyses des économistes d'un côté qui sont plutôt macro, plutôt globales, ouais. Et puis les analyses sur les différents produits de placement à l'intérieur de la gestion de patrimoine qui sont beaucoup plus opérationnels. Et cet écart-là, il est dangereux à mon avis. Pourtant, l'un a une incidence sur l'autre, l'économie a une incidence sur les placements. Comment est-ce qu'on arrive à traduire justement l'économie en décision d'investissement ou en gestion de patrimoine ? Alors, il n'y a pas de recette, hein, oui, mais ce qu'on peut faire quand même, c'est déjà d'essayer de comprendre l'économie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je démarre sur un exemple. On parle beaucoup de dettes. En fait, les dettes sont montées de façon exponentielle dans de très nombreux pays, à commencer par les États-Unis. Et cela correspond aussi à une augmentation des liquidités. Donc, si on parle d'augmentation des liquidités, on peut réfléchir en termes d'actifs, de valeur d'actifs. Oui, bien sûr. Par exemple, le logement, c'est un actif. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a l'impression que le logement a augmenté de façon fabuleuse. En termes de quoi? De coût, de valorisation? De prix. De prix, hein, ouais. Depuis le début des années 2000, les prix du logement en France, par exemple, ont augmenté fantastiquement. Alors qu'en fait, si on compare à l'évolution des masses monétaires, on se perçoit que le logement, finalement, n'a pas tellement augmenté. Donc, ça pose un premier paradoxe. C'est-à-dire que, en tant qu'actif, le logement n'est pas surévalué, alors que, dans l'économie réelle, au niveau des accédants, des locataires, etc., il est très, très, très cher. Bien sûr. Mais oui, d'accord. Oui. Hein? Donc ça permet de donner une grille de lecture quelque part. Oui, dans la même catégorie, si vous voulez, vous prenez le SP500. Le SP500, lui, on pense qu'il a été progressé de façon formidable, donc que la bourse américaine pourrait être à un sommet trop haut, alors qu'il est très en retard sur l'évolution de la masse de liquidité dans le monde. Donc, trop cher ou pas assez cher la bourse? Faut acheter ou faut vendre? Hein? Bah ça c'est vous qui allez nous le dire, hein, Guy Marty. On va peut-être parler plus d'immobilier. Sinon, pour rester un peu sur l'économie, je crois qu'il est important de comprendre, et comme ça, économie,
gestion de patrimoine, bien sûr, si oui. vous voulez. Pour essayer sur l'économie, je crois qu'il est important de comprendre que l'économie d'aujourd'hui est totalement sortie des manuels d'économie. On n'a plus de théorie ou d'outils ou d'indicateurs pour nous dire où on est. Je crois que c'est important. C'est-à-dire que parmi les nouveautés qu'il y a, si vous voulez, vous avez premièrement l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça va faire ? Il n'y a pas de manuel pour ça. Deuxièmement, vous avez tout ce qui est climat, qui est extrêmement important aussi, qui peut avoir des effets très importants. Troisièmement, vous avez l'allongement de la vie. On n'a jamais connu de société avec une proportion aussi importante de personnes âgées. Et surtout, on a un tremblement de terre qui s'appelle les BRICS. Brièvement, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud et quelques autres. Bon. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est un tremblement de terre parce que toute l'économie que nous connaissons, l'économie mondiale que nous connaissons, a été construite sur un système monétaire autour du dollar. Et tout le monde vivait dedans. La Chine, le Japon achetaient les obligations européennes, américaines, etc. Aujourd'hui, vous avez des pays qui représentent la plus grande part du PIB mondial, à ne pas oublier, qui disent non, nous, le système monétaire, il ne nous intéresse plus. Donc, gestion de patrimoine, vous voulez que j'atterrisse ? Pas forcément, non, surtout si on reste sur ce sujet économique quand même, on pourrait vous opposer. Alors effectivement, vous dites que l'économie sort des manuels d'économie, pourtant on passe nos journées à regarder des indicateurs comme l'inflation, la croissance, l'emploi, ça nous donne quand même des indications sur des décisions à prendre en matière de gestion de patrimoine, ça ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, c'est-à-dire que c'est vrai. C'est un peu ce qu'on fait tout le temps, etc. Mais moi, il me semble que quand il y a des grands bouleversements comme ça, on réfléchit plutôt en tant que monde imprévu, monde imprévisible. Et à ce moment-là, la gestion de patrimoine devient un peu différente. Et on va arriver sur les placements, n'ayez pas peur. Bien sûr. Mais la gestion de patrimoine devient un peu différente parce qu'on n'est pas dans un monde où les indicateurs peuvent réellement parler. Puisqu'il peut y avoir des choses violentes qui vont se passer, les indicateurs vont suivre, ils ne vont pas précéder. J'ai envie de dire, moi, dans un système mondial qui est en train de basculer, et puis difficile de prévoir exactement, il faut que, en gestion de patrimoine, on se dise, voilà, on ne sait pas où on va. Si on ne sait pas où on va, on revient sur les basiques. Je vais dire deux choses très banales. Première banalité, la diversification. D'accord. Quand on ne sait pas où on va, on diversifie, si je comprends bien. D'accord. On diversifie, c'est-à-dire actions, c'est-à-dire immobilier, et c'est-à-dire valeur refuge. Avec une petite nouveauté, c'est qu'autrefois, valeur refuge, c'était plutôt l'or et l'argent métal. Aujourd'hui, il faut inclure le bitcoin et peut-être quelques cryptos. Et la deuxième banalité, c'est que la performance d'un placement a peut-être perdu de l'importance en elle-même. Il ne s'agissait pas de savoir si tel placement est bien ou pas bien, mieux ou moins bien, mais juste comment les grandes familles de placement vont pouvoir bien traverser le temps. Ce qu'on va faire, est-ce que ça traverse le temps ? Exactement. Et c'est peut-être pas la performance tout de suite qui est importante. Et l'immobilier là-dedans ? Du coup, on est sur une grande famille de placements qui est capable de résister à travers le temps, selon votre analyse du cycle immobilier ? Alors, cycle immobilier ou pas, en plus, il n'y a pas de raison de choisir entre actions et immobilier. Les deux traversent le temps, même s'il y a des tempêtes. Mais ça veut dire traverse le temps. Ça peut prendre du temps, si je puis dire. C'est-à-dire que si vous regardez les placements sur 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'aurez pas une logique de long terme. D'accord. Oui. Par contre, ce dont on s'aperçoit, et toute l'histoire est là pour ça, c'est que la bourse ou l'immobilier a finalement toujours passé les grandes épreuves. Parfois, il fallait 10 ans ou 15 ans pour remonter. Mais traverser le temps. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Alors, en immobilier, oui. Moi, j'ai confiance dans l'immobilier. Petite question peut-être dans l'immobilier sur ces SCPI dont on parle beaucoup depuis 1 an, avec notamment des questionnements sur la valorisation de certaines SCPI, en lien avec un changement de méthode de calcul aussi de valorisation de ces SCPI. Est-ce que, dans ce que vous nous dites, dans un cycle de temps long, dans un immobilier qui résiste dans le temps, finalement, ça n'est qu'une première étape d'un cycle, ou est-ce que c'est quand même un petit point d'alerte ? Alors, les alertes, c'est, j'ai envie de dire, du court terme. Bon, il faut évidemment les écouter. Bien sûr. Mais
on est entré dans un cycle immobilier ou une crise immobilière qui n'est pas forcément prête de se terminer, parce qu'elle a deux natures. Sa première nature, là je parle en général, on peut arriver au SCPI après, elle a deux natures, cette crise immobilière. D'abord, c'est une crise financière, c'est-à-dire que beaucoup de fonds immobiliers en Europe se sont endettés lorsque les taux étaient très très faibles et doivent renouveler leurs crédits progressivement d'année en année. On a encore 2025 où il y a des crédits à renouveler qui avaient été pris à 0, 1%, etc. Ouais. Donc il y a des moments difficiles, il y a des immeubles qui sont remis sur le marché, etc. Ça, c'est le premier aspect. Et puis rien ne nous dit qu'il n'y aura pas d'autres secousses financières qui peut gêner ou un peu embarrasser les fonds endettés. Deuxièmement, c'est une crise d'usage. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, le bureau, il y a une révolution de l'usage du bureau, mais pas seulement. Le commerce aussi a bougé, et puis il y a des nouveaux usages, et puis il y a de la démographie qui fait arriver d'autres secteurs, etc. Donc l'immobilier est en train de muter, comme la société. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cette crise, entre guillemets, immobilière, elle peut durer un certain temps, avec des nouvelles ici, des nouvelles là, qui ne seront pas forcément rassurantes, ou qui seront très enthousiasmantes, mais ça on verra. On va malheureusement devoir s'arrêter ici. Guy Marty, un mot pour conclure effectivement sur cette manière de passer de l'économie à la gestion de patrimoine. Alors, j'ai envie de dire, si vous me permettez, vous appelez Nicolas Panier, NP. Oui. NP. Eh bien, en mathématiques, il y a deux sortes de problèmes. En mathématiques de l'informatique, vous savez, et c'est un grand sujet pour les mathématiciens. Il y a les problèmes P et les problèmes NP. Les problèmes P sont ceux que les algorithmes réussissent à résoudre. Par exemple, l'intelligence artificielle pourra tout à fait résoudre ces problèmes P. Et puis, il y a les problèmes NP qui, eux, sont faciles à vérifier, mais très difficiles, voire impossibles à résoudre. Et là, on est dans un problème NP. Prévoir les placements, c'est facile à vérifier, c'est NP, mais c'est impossible à résoudre à l'avance, c'est P. Merci beaucoup, Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine et nous allons tenter de comprendre ensemble comment attirer les jeunes et notamment les jeunes actifs sur un contrat d'assurance vie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Gérard Beckerman. Bonjour Gérard Beckerman. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président de l'AFER, l'Association française d'épargne et de retraite. Alors on va évoquer ensemble effectivement le contrat d'assurance vie actuel de l'AFER, mais également votre volonté peut-être d'aller chercher une typologie d'investisseurs plutôt jeunes, plutôt du côté des jeunes actifs. Comment est-ce que vous vous adressez à cette typologie d'investisseurs aujourd'hui ? Simplement. On s'adresse très simplement. Ce ne sont pas tous des actifs, des jeunes. Il y a des jeunes étudiants, il y a des jeunes au lycée également. Et c'est déjà le cas. L'assurance vie, c'est quoi ? C'est une épargne qui n'est pas très bien connue. Bien sûr. Et ce que nous voudrions à la faire, c'est qu'elle soit mieux connue, parce qu'elle est méconnue. D'accord. Et comment faire ? Eh bien, nous allons séduire les jeunes et nous allons leur prouver que l'assurance vie, c'est pas une épargne pour des personnes âgées, que l'assurance vie, c'est une utilité, c'est une aide, c'est comme un médecin d'une famille, parce qu'il faut que, même quand on est jeune, comprendre qu'on a un cycle de vie, on est jeune, après on fait des études, après on a la chance ou pas d'avoir un diplôme, et après on a une deuxième chance, c'est que ce diplôme va procurer des revenus, après on se marie, après on a des enfants, et au cours du cycle de vie, eh bien, le moment de la retraite arrive, et notre idée c'est quoi ? C'est de proposer une épargne libre, ouverte pour les gens, même les plus modestes, car on n'a pas des milliards quand on a 20 ans, et même quand on est âgé. Ce que nous voulons, c'est prouver que l'assurance vie est un produit moderne pour des jeunes à l'heure de la révolution technologique, à l'heure des réseaux sociaux et du numérique. C'est ce que j'allais dire, l'assurance vie... parmi les placements préférés des Français, pour autant méconnus des plus jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils s'intéressent moins à leur placement ou parce qu'on leur parle différemment à eux ? D'abord, on leur parle trop. D'accord. Je voyais le titre de votre émission, L'œil de l'expert. Oui. Et moi, j'ai deux yeux, comme vous, comme la plupart des hommes et des femmes. Le premier, c'est fait pour regarder, et le deuxième, c'est fait pour être regardé. C'est-à-dire, nous écoutons les jeunes.
Nous écoutons leurs messages, leurs préoccupations, leurs besoins, leurs désirs d'épargne au cours du cycle de vie. Prenez un revenu, 100 euros. Bon, sur ces 100 euros, quelle est la moyenne nationale? On consomme 85 euros. Et puis il reste 15 euros. À quoi ça sert ces 15 euros? Ben, c'est l'épargne. D'accord. L'épargne des Français, c'est 15% de notre revenu. Et ce que nous voulons dire, c'est qu'il ne faut pas être pris au dépourvu. Nous avons un contrat moderne qui va s'appeler Affaires Génération. D'accord. Et Là, vous parlez du contrat qui a été décidé... qui a été décidé récemment et qui va bien être sûr. proposé, offert en janvier 2025. Mais il faut s'y prendre maintenant. Et puis, on pourra souscrire à partir de 100 euros. D'accord. Parce qu'un petit ruisseau, on espère bien pour les jeunes que ça aboutira à des rivières, et des rivières à plus qu'une rivière, peut-être un fleuve. C'est ça l'objectif. C'est je dirais, une réaction presque existentielle. Parce que quand on mange, quand on consomme, on sait pourquoi. C'est pour satisfaire un besoin de consommation, de nourriture. Pareil pour les boissons. Bon, et quand on épargne, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. L'épargne, ça sert à faire face à tous les aléas de la vie. Et je peux vous dire que quand on est jeune, on a autant d'aléas que quand on ne l'est pas. Si on regarde les typologies d'actifs sur lesquels on pourra investir demain sur un contrat d'assurance vie au sein de l'affaire, il y a notamment cette volonté d'aller sur des ETF. Qui sont justement parmi les actifs qui marchent très bien au niveau des plus jeunes grâce à des applications qui permettent d'investir directement. Pourquoi cette volonté d'aller sur les ETF ? Parce que l'ère du papier, c'est fini, l'ère du crayon, c'est fini. On voudrait quelque chose de dynamique, d'ouvert, de souple. Et vous citez les ETF, les trackers. Bien sûr. Oui. C'est quoi? C'est tout simplement un outil d'épargne qui réplique, qui reproduit l'image de la pharmacie, de la technologie, de l'agriculture. C'est-à-dire d'un secteur d'activité, un d'un métier. secteur d'activité qui peut être très différent. Il y a plusieurs thématiques. Et ce que nous voulons, et ce que nous proposons, c'est qu'avec un tracker, un ETF, les frais sont dérisoires, je vous le dis tout de suite. Bien sûr. C'est pas comme si vous achetiez une action en bourse où les frais peuvent être parfois conséquents. Il n'y aura pas de frais. Pratiquement zéro. Je dis pratiquement parce que c'est 0, quelque chose. Vous voyez, je ne l'ai même pas en tête. D'accord. Mais c'est très, très faible. Et c'est comme ça qu'on peut attirer les jeunes en leur disant... On vous le dit tout de suite, ce sera moins à cher. l'affaire, il n'y a pas de mystère. D'accord. À l'affaire, on donne pratiquement, si vous donnez 1 000 euros, 10 000, 100 000 euros, quand vous avez de la chance, eh bien, vous aurez la totalité de votre épargne qui sera garantie à terme. Et c'est ça l'objectif. D'accord. Donc c'est aussi comme ça qu'on attire les jeunes, c'est en baissant les frais sur des contrats d'assurance vie classiques au moyen de classes d'actifs moins coûteuses au sein du contrat, si je comprends bien. Il n'y a pas que ça. On attire en étant sincère. D'accord. Il faut être sincère. Il ne faut pas tromper les gens, ni les jeunes, ni les moins jeunes. C'est-à-dire, nous sommes dans un schéma de parfaite transparence et de simplification des frais. Vous voulez souscrire, eh bien vous prendrez votre iPhone, vous apposerez votre signature et puis vous pourrez y aller, je dirais. D'accord. Et surtout, si vous y allez, vous pouvez revenir. Prenez par exemple un jeune qui aurait réussi un diplôme ou qui aurait par exemple 10 000 euros d'économie. Il le met sur un contrat d'assurance vie, Affaires Génération, et puis si il a une copine à qui il veut offrir un cadeau, ou une jeune qui veut offrir à son ami un cadeau pour un anniversaire, pour une réussite, je ne sais quoi, eh bien, l'épargne, elle est disponible en 48 heures, sans frais. Et le fonds euro dans tout ça, on en parle beaucoup sur ce plateau depuis 1 an avec ces hausses de taux pratiquées par les banques centrales. Comment l'aborder dans un contrat d'assurance vie aujourd'hui, classique ou nouvelle génération ? Le fonds euro, l'assurance vie, elle a 2 jambes. La première, c'est le fonds euro, et vous avez raison, qui représente à peu près 75% de l'assurance vie en France. Et puis, vous avez une deuxième jambe, un deuxième support qu'on appelle les unités de compte, qui sont en quelque sorte des SICAV, bien sûr, oui. Comme pour les marchés financiers. Et là, le risque, il est supporté
par moi-même, si j'achète 1000 € d'une unité de compte, ça peut monter ou ça peut baisser. Mais si je suis sur le fonds général, où je veux la garantie à 100% de mon épargne, j'ai pas de risque. Et puis à l'arrivée, on fixe une échéance qui peut être soit une échéance annuelle dans le cas de contrats affaires traditionnels, ou le nouveau contrat affaires génération, au bout d'une échéance de 8 ans. Mais quand on a 20 ans, c'est toujours agréable de se dire quand j'en aurai 28 et que j'aurai peut-être envie d'acheter un appartement, eh bien j'aurai cet argent de disponible. Et là, l'aléa, il est supporté par nous-mêmes. Mais ça peut monter. D'ailleurs, sur une longue période, je peux vous dire que la performance des investissements en unités de compte est largement supérieure à la performance des fonds en euros. Et alors justement, sur les unités de compte, on voit aussi beaucoup arriver dans les contrats d'assurance vie, et je crois que l'affaire a fait ce choix aussi, depuis récemment, des unités de compte en investissement direct en entreprise, qu'on appelle du capital investissement ou du private equity. C'est un moyen aussi de dynamiser un portefeuille d'assurance vie. Ça s'adresse à tout type d'investisseurs. Comment est-ce qu'on l'aborde quand on est un jeune actif, par exemple, et qu'on voit ces termes dans tous les journaux, mais qu'on doit se poser la question avec sa gestion de patrimoine? On est dans une période, en France, et même dans le monde, mais surtout en France, où on veut donner un sens à notre argent, un sens à l'épargne. Bon, c'est quoi ce sens? On veut que cet argent, il serve à nous, Français, et qu'il serve à la France. Ça veut dire quoi? La transition écologique, les nouvelles technologies, le numérique, la bonne gouvernance, et ce que vous citez, le private equity, c'est-à-dire des entreprises qui sont petites, qui créent beaucoup d'emplois, notamment pour les jeunes, et avec les jeunes. Bien sûr. Ouais. Et donc, ces entreprises, elles ne sont pas cotées, et nous pensons que c'est un fléchage, que c'est une utilité. L'assurance vie, elle est civique, elle est responsable. Eh bien, la responsabilité, il n'y a pas plus responsable qu'un jeune. Je vous l'ai dit. D'accord. Nous aimons les jeunes à l'affaire. Et nous en avons beaucoup chaque année. Et nous voulons des investissements qui aient une utilité. Et nous sommes convaincus qu'une belle action est la plupart du temps une bonne affaire. Merci beaucoup Gérard Beckerman, on finira là-dessus. Je rappelle que vous êtes le président de l'AFER, l'Association française d'épargne et de retraite. Merci beaucoup. Merci de votre... Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans l'œil de l'expert. Quelle stratégie mettre en place pour diversifier son épargne à l'international face à un contexte politique mouvant? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui avec Anthony Kelsey dans l'œil de l'expert. Bonjour Anthony Kelsey. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous dans Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur de Kelsey Patrimoine. Alors effectivement, ces dernières semaines, ces derniers mois même, on a vu en France une incertitude politique grandir, ce qui peut amener à se poser un certain nombre de questions quand on doit gérer son épargne ou son patrimoine et potentiellement imaginer sortir une partie de son épargne du sol français ou en tout cas diversifier son épargne à l'international, Anthony Kelsey. Oui, exactement. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience depuis les dernières élections. Alors, ça fait quelques années qu'on sent que la situation en France est compliquée, qu'il y a une pression fiscale qui a envie d'augmenter. Mais là, avec aux portes du pouvoir, il y avait potentiellement des extrêmes qui auraient tapé sur la clientèle qu'on pourrait avoir dans un cabinet de gestion de patrimoine. Bien sûr. Oui. Et donc, on préparait nos patrimoines avec l'assurance du luxembourgeoise, avec l'immobilier à l'étranger. Mais là, il y a vraiment prise de conscience et on accélère ça au cabinet. Et ce, malgré la nomination d'un Premier ministre, finalement, qui pourrait amener une certaine... qui pourrait rassurer sur le point de vue fiscal, on continue quand même à se préparer à cette éventualité de devoir diversifier à l'international. Oui, tout à fait. En fait, ça aurait été immédiat, je pense, le départ, en tout cas des plus fortunés, je pense, s'il y avait eu un gouvernement hostile aux riches, entre guillemets. Là, je pense qu'on gagne du temps avec ce nouveau Premier ministre et ce futur gouvernement, mais l'équation budgétaire est, je pense, extrêmement compliquée pour la France. Donc, même si Bruno Le Maire aurait sauvé l'économie française, on arrive avec un déficit de 5,6% en 2024, qui est une grande surprise. Pas du Bien tout. sûr, oui. Et le déficit de dette sur PIB de 110%, qui est absolument gigantesque. Donc, on va dans le mur, plus ou moins vite. Donc là, on gagne du temps avec ce Premier ministre. Moi, je pense qu'il faut préparer les patrimoines. Et c'est-à-dire préparer le patrimoine, ça veut dire une partie qui est à l'étranger,
non seulement pour une logique de diversification, mais aussi dans une logique d'expatriation, puisque au moment où on doit s'expatrier, il faut que la majorité de son patrimoine, c'est plus simple, soit en dehors de France. Donc, pour les actifs financiers, on va peut-être aller au Luxembourg, on va aller dans des groupes luxembourgeois ou suisses. Et sur la partie immobilière, on commence déjà à vendre son investissement locatif, qui de toute façon, la taxe foncière a augmenté, la location meublée va peut-être être revue, donc on prépare ça. D'accord. Ça veut dire qu'on se sépare d'actifs immobiliers en France qu'on avait acquis en but de faire de l'investissement locatif. Exactement, donc là, le timing est très mauvais parce que le marché de l'immobilier résidentiel est pas bon. Donc là, ce qu'on attend dans ces prochains mois, c'est une baisse des taux. Les médias qui reparlent que le marché immobilier repart, parfait. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra revendre. Ça veut dire que, en fait, le questionnement est au-delà du court terme politique. Ce que vous décrivez, c'est une situation économique qui, de toute façon, selon votre analyse, amènera à une fiscalité un peu plus contraignante dans les prochaines années et que donc les patrimoines les plus fortunés doivent s'y préparer. Oui, c'est ça en fait. J'ai pas de boule de cristal. Peut-être qu'ils trouveront une recette magique, mais on doit se préparer à ça sans être extrême. En cas, faire les premiers pas vers cette diversification internationale, Luxembourg, Suisse, immobilier européen. Si ça n'arrive pas, tant mieux. Et si ça arrive, on aurait préparé quelque chose. Et donc oui, l'équation c'est simple. Ils doivent trouver des recettes. Donc c'est ou un énorme frein sur les dépenses, et là c'est sans doute une crise économique, ou c'est une hausse de la fiscalité qui va taper finalement notre clientèle. Donc dans les deux cas, je pense qu'il faut s'y préparer. Très très rapidement, on a vu le cours de l'once d'or progresser pendant ces dernières semaines, derniers mois. Est-ce que c'est une valeur refuge dans un contexte comme celui-là ? Alors, l'or, je pense qu'il faut en avoir quelques pourcents, c'est clair, mais c'est quand même un actif improductif à long terme. Moi, je préfère le Bitcoin personnellement comme classe d'actifs tangible, entre guillemets, sans risque de contrepartie. De diversification, effectivement, pour quelques pourcents dans son patrimoine. Merci beaucoup, Anthony Kelsey, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur de Kelsey Patrimoine. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.